Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler classique. Alors, les classiques, c'est quelque chose qui peut souvent effrayer à cause de la manière dont c'est écrit, à cause de la longueur, c'est souvent des pavés. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter 10 classiques faciles pour débuter quand on commence à s'y intéresser, mais qu'on ne sait pas par où commencer sans en être dégoûté plus tard. Alors, bon, bien sûr, classement totalement subjectif basé sur mes goûts, sur ce que j'ai pu lire. Il faut savoir que j'aime beaucoup les classiques. J'ai commencé à lire ça quand j'étais adolescente de mon propre chef. C'était pas du tout lié à l'école ou aux devoirs qu'on pouvait nous donner. C'était vraiment quelque chose que j'ai voulu faire par moi-même. Du coup, il y en a beaucoup que j'ai pas aimé. Il y en a aussi beaucoup que j'ai aimé et beaucoup encore qu'il me reste à découvrir. On va donc commencer tout de suite. J'ai ma petite pile ici. Il en manque quelques-uns puisque je voulais vous en montrer 10 pour lesquels je n'ai pas le livre chez moi. Donc je vous mettrai une petite photo quelque part, ici ou ici, une fois que j'aurai compris comment on fait. On commence tout de suite avec le classique numéro 1, Orgueil et préjugés de Jane Austen. Il faut savoir que Jane Austen, c'est mon autrice préférée de tous les temps. Je pense que personne ne pourra la dépasser. C'est une autrice que j'ai découverte quand j'étais adolescente, avec Orgueil et préjugés, Raison et sentiment. Et ensuite, quand j'ai eu 17 ans, je les ai tous lus d'affilée. J'ai eu un énorme coup de cœur pour sa plume, pour ses histoires, pour sa façon de raconter, pour son ironie. Et je trouve que Orgueil et préjugés, c'est vraiment le livre parfait d'elle pour commencer. Alors bien sûr, c'est le plus connu. On connaît tous un peu l'histoire, notamment si on ne l'a jamais lu. Vous avez pu voir le film avec Keira Knightley ou peut-être l'adaptation moderne à Bridget Jones. Pourquoi c'est le roman parfait? Parce qu'il y a tout dedans. Déjà, il y a sa plume qui est, moi que j'adore, elle est pleine d'ironie, pleine de cynisme, mais elle n'est pas compliquée à lire. C'est pas un classique avec des phrases très alambiquées. Je trouve qu'on arrive à le lire assez facilement. Ça se dévore comme n'importe quel autre roman contemporain sans avoir à buter sur les mots. On a l'ironie qui est vraiment très importante chez Jane Austen, que ce soit dans les dialogues entre les personnages. Elizabeth Bennet, elle a vraiment une répartie très vive et c'est toujours très drôle de la voir s'opposer, que ce soit à sa mère ou à Darcy. Et on a aussi tous ces personnages que Jane Austen adore tourner en ridicule. Dans chacun de ses romans, on va toujours en avoir quelques-uns qui sont là pour nous faire rire, tout en les trouvant souvent un peu attachants, bien que très exaspérants. Par exemple, dans celui-ci, on a Mrs. Bennet, on a Monsieur Collins, et ça rajoute vraiment du plaisir de lecture parce qu'on sourit pendant la lecture, on passe un vraiment bon moment. Et puis bien sûr, il y a l'histoire d'amour qui est, je pense, la base de tous les enemies to lovers qu'on voit absolument partout aujourd'hui. Deux personnes qui se détestent au début, qui vont finir ensemble à la fin. Comment est-ce qu'on en arrive là? Et on va vraiment être du côté d'Elisabeth, donc on va surtout suivre son cheminement à elle, détester Darcy au début, être indigné par les propos qu'il peut tenir, le découvrir un peu mieux, jusqu'à finir par l'adorer. Et je trouve que leur histoire d'amour, elle est vraiment très belle. C'est pas le coup de foudre au premier regard, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure de leur connaissance l'un de l'autre, de leurs échanges, de leurs disputes aussi, et c'est un régal à suivre. Donc ça, ce serait vraiment mon conseil numéro 1. J'ai d'ailleurs choisi celui-ci plutôt que les autres de Jane Austen pour plusieurs raisons. Il y en a que j'ai éliminé d'office comme Mansfield Park, que j'aime pas trop, qui est aussi très long et qui a une héroïne qui est assez chiante, il faut le dire. Il y a Emma que j'adore son humour, mais il est assez long aussi et l'héroïne peut être très exaspérante à la première lecture en tout cas. Donc je trouvais que c'était peut-être pas le bon roman pour commencer. Il y a Persuasion que j'adore, c'est vraiment celui que je mets au même niveau qu'Orgueil et préjugés, mais il m'a fallu aussi plusieurs relectures pour pouvoir l'apprécier vraiment. Quand j'étais plus jeune, j'avais du mal avec le personnage de Anne que je trouvais trop effacé.
Et je trouve que plus on le relit, plus on le lit en étant proche de l'âge du personnage, et plus on va comprendre ce qu'elle vit. Mais voilà, j'ai un peu peur que ce soit pas forcément le meilleur roman pour commencer et qu'on puisse se dire voilà, il se passe pas grand chose, ou Anne elle est trop timide, j'ai envie d'une histoire un peu plus punchy. Et ensuite, il y a Northanger Abbey que moi aussi j'aime beaucoup. Bon, vous avez compris, je les aime tous. Mais je trouvais que c'était pas forcément le meilleur pour commencer. Donc ça laissait Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment parmi ces 6 grands romans. Et là, c'est purement choix personnel parce que je préfère celui-ci à Raison et Sentiment, que je trouve aussi très bien pour commencer. On a tous les mêmes éléments qu'on retrouve dans Orgueil et Préjugés, des personnages un peu agaçants qui sont là pour nous faire rire, des personnages d'hommes séduisants mais qui peuvent être en retrait, au tout début en tout cas, le personnage un peu filou qui va apparaître et pour lequel on se pâme au début, des belles histoires d'amour, mais quand même Orgueil et Préjugés a de loin ma préférence. Ensuite, on va passer pour le deuxième roman à Zola avec Au bonheur des dames, qui fait partie des Rougon-Macquart. C'est le 11e dans la série. Et moi, c'est resté mon préféré depuis que je l'ai découvert, pareil, adolescente. Alors, je ne les ai pas tous lus, hein, j'en ai lu 7 seulement. Mais c'est mon préféré. Pourquoi ? Déjà, je trouve que c'est un de ces romans dans les Rougon-Macquart qui est le moins sombre. Bien sûr, comme toujours, Zola prend à chaque fois un univers différent dans ses romans pour dénoncer des choses. Dans La Curée, ça va être la spéculation. Dans Au bonheur des dames, ici, ça va être les grands magasins ce qu'ils dénoncent ici, ça va être le fait qu'ils vont mettre à la ruine tous les petits magasins de proximité qui forcément ne peuvent pas résister au prix fait par un énorme magasin. Et c'est une problématique qui est encore très actuelle. Donc vraiment à l'époque, il y a 200 ans, il a réussi à évoquer des choses qui nous parlent encore aujourd'hui. Donc dans son roman déjà, on peut être amené à vraiment réfléchir sur des problèmes de notre société, ce que j'aime beaucoup. Il y a bien sûr les descriptions de Zola qui parfois peuvent être longues, mais qui là sont absolument magnifiques. On est dans l'univers des grands magasins, je crois que c'est un peu style Le Bon Marché pour ceux qui habitent à Paris. Donc on va avoir les descriptions des rayons, que ce soit les rayons femmes, la parfumerie, voilà, les vêtements, les bijoux, on va tout avoir et c'est vraiment vraiment bien décrit, on s'y croirait totalement. On a l'impression de déambuler dans les rayons avec les personnages. On a une héroïne aussi qui est très attachante, Denise. Elle est un peu naïve, mais on peut s'identifier à elle et on va vraiment suivre son évolution. Et elle est assez touchante dans son caractère. Et on a aussi un héros, Octave Mouret, que je trouve assez intéressant et assez attachant aussi. L'histoire d'amour n'est pas parfaite, mais encore une fois, je me répète, elle est assez touchante. Et pour une fois, c'est pas le Zola le plus sombre. On finit quand même avec un peu d'espoir, sans trop spoiler. On est quand même content quand on le referme, pas déprimé, pas l'impression que le monde est entièrement noir. Donc c'est vraiment un Zola que je vous recommande. Ensuite, on va passer à Stefan Zweig, qui est mon auteur préféré. Donc mon autrice préférée c'est Jane Austen et mon auteur préféré c'était Stefan Zweig. Ça a été très dur pour moi de choisir quel roman proposer parce que je les aime vraiment tous, à part un ou deux pour lesquels j'ai été un peu plus mitigée. Dans l'ensemble, je les ai adorés. Et c'est pas celui-ci d'ailleurs mon préféré. Donc là, je vous présente 24 heures dans la vie d'une femme, mais je trouve qu'il est très représentatif de la plume de Zweig et de ce qu'il écrit en général. Je trouve que Zweig, il est jamais aussi bon que quand il écrit des nouvelles ou des courts récits. J'ai adoré ses biographies aussi, j'ai adoré son roman La pitié dangereuse, mais dans les nouvelles, les histoires qui font 130, 120, 150 pages,
Il est vraiment à l'apogée de son art. Il a une façon d'écrire qui est absolument incroyable. Il a cette sensibilité en fait dans la plume, dans les mots, qui fait qu'on a l'impression qu'il a tout compris à l'âme humaine. C'est comme si il avait compris ce que ça pouvait être d'être une femme, d'être un petit garçon, d'être un vieillard, tout ça sans l'avoir forcément vécu lui-même. Il a une capacité à se mettre dans la peau de ses personnages et à nous le retranscrire de façon si vraie, si exacte, c'est vraiment incroyable. Moi, par exemple, quand je lis ces romans, même sans avoir jamais été un petit garçon, même sans avoir été une jeune fille du début du XXe siècle, même sans avoir été père, quand il décrit les émotions de ces personnages-là, je les comprends tout à fait et je me dis, ah oui, c'est vrai, si j'avais été cette personne-là, j'aurais ressenti exactement ça. Et je trouve ça incroyable de pouvoir nous faire ressentir ce genre d'émotions. Celui-là, c'est vraiment une très très belle nouvelle dans laquelle une femme va raconter un peu une aventure qui lui est arrivée dans son passé. Elle raconte ça à un inconnu qu'elle rencontre dans une station balnéaire. Ça se passe sur la Côte d'Azur. J'ai pas forcément envie d'en dire plus parce que tous les romans de Zweig sont assez courts. Donc je pense que le mieux c'est de s'y plonger directement et franchement vous ne serez pas déçus, c'est impossible. Le quatrième roman, c'est La gloire de mon père de Marcel Pagnol. C'est le premier tome des mémoires qu'il a écrit, qui comporte 4 tomes. Après, il y a Le château de ma mère, Le temps des amours et Le temps des secrets. Et celui-ci, c'est mon favori. Je pense qu'on peut voir qu'il a quand même bien vécu. Je trouve qu'il appartenait à mon père. J'ai découvert pareil enfant et c'est un roman que j'ai dû lire des dizaines de fois. J'ai vu le film plusieurs fois et je l'adore. Je trouve que Marcel Pagnol, c'est un auteur qui reste un peu trop sous-estimé. J'ai jamais compris pourquoi on ne l'étudiait pas à l'école autant que certains autres auteurs qui sont beaucoup plus ardus et qui vont un peu nous dégoûter de la littérature, alors que celui-là, c'est le roman parfait à étudier peut-être en 6e ou même en CM1, CM2, quand on a l'âge de Marcel dans le roman. Donc là, il va raconter ses souvenirs d'enfance. À partir du moment où il va parler un peu de la vie de ses parents, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mariés. Il va y avoir dans l'entourage son fameux oncle Jules, sa tante Rose, et ça va être surtout l'histoire de ses vacances d'été dans une petite bâtisse qu'ils vont louer en Provence et de ce qu'il fait là-bas de ses journées. C'est très très enfantin puisque ça représente l'âge qu'il avait à ce moment-là. C'est des plaisirs simples, c'est des plaisirs du début du siècle, donc ça va être jouer avec des cailloux, observer les insectes, courir dans la nature jusqu'à pas d'heure, jusqu'à avoir les genoux complètement écorchés, être sale de la tête aux pieds, se balader, vouloir être un grand, espionner les conversations des adultes. Et c'est quelque chose de très très touchant à lire. On a vraiment le sentiment de nostalgie qui est extrêmement fort quand on lit un roman comme ça. On se sent bien dedans, c'est réconfortant, c'est doudou. C'est une écriture qui est facile à lire. Il y a aussi pas mal d'humour et je trouve que ça rend heureux à la fin. Donc vraiment un roman que je recommande, peut-être à découvrir en étant un peu plus jeune, ça va peut-être plus toucher, mais pour moi à n'importe quel âge il reste merveilleux à lire. Ensuite, on va passer à Nancy Mitford, La poursuite de l'amour. Nancy Mitford qui est aussi l'héroïne des enquêtes des sœurs Mitford de Jessica Fellows. Ça c'est un des romans qu'elle a écrit que j'aime énormément. C'est un diptyque en fait, donc il y a La poursuite de l'amour et ensuite il y a L'amour dans un climat froid. Celui-ci je pense que je l'ai préféré, mais vraiment les deux sont très très bien. Ce que j'aime énormément chez Nancy Mitford, c'est sa plume. Elle est très très drôle. Ça va être à la fois dans les phrases, au détour d'un paragraphe, une petite pointe de cynisme, de sarcasme qui va rejaillir. Ça va être dans les personnages, la façon dont elle les décrit, leurs attitudes, leurs comportements. Franchement, ils sont à mourir de rire en fait. Elle a pris des personnes de son entourage, notamment là, le personnage, je pense, le plus incroyable, c'est l'oncle Matthew, évidemment.
Et il est basé sur son père qui était un être assez irascible, bougon. Et je pense qu'elle a dû amplifier au maximum ses traits de caractère, en tout cas ses défauts. Elle a pris des anecdotes de son enfance, elle a mis tout ça dans ce roman, où on va suivre Fanny, qui est la nièce d'oncle Mathieu et qui va régulièrement passer ses vacances chez eux. Elle a une cousine qui a le même âge, Linda, qui est un être très fantasque, très exubérant, mais très attachante aussi, voilà, qui a tendance à vivre chaque émotion de manière très très amplifiée, que ce soit la joie ou le malheur. Et on va les suivre depuis leur enfance avec pareil beaucoup d'anecdotes marrantes sur leur enfance jusqu'à leur entrée dans le monde, la découverte de l'amour, comme le titre le montre. Donc vraiment un roman que je recommande si on veut avoir un avant-goût de ce qu'est l'humour british, ce cynisme qui est typiquement anglais, qu'on ne retrouve pas, je trouve, dans les autres nationalités. C'est vraiment le livre que je recommande. Ensuite, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique avec Harper Lee, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est aussi un classique qui a obtenu le prix Pulitzer, que je trouve incroyable. C'est un de mes romans préférés. Dans celui-ci, on va suivre encore deux enfants, Scoot et Jem, qui sont frères et sœurs, qui n'ont plus leur mère et qui sont élevés par Atticus, qui est aussi avocat. Alors, je ne sais pas si c'est J'étais en train de me dire que j'ai quand même beaucoup de romans qui parlent de l'enfance, donc peut-être que c'est un thème qui me touche particulièrement, parce que je trouve que souvent il y a ce côté très innocent dans la plume, dans la façon de retranscrire les émotions des enfants. Il y a le fait de les voir grandir, de les voir évoluer, et c'est quelque chose que je trouve assez émouvant. Ici, on va donc suivre ces deux enfants pendant, il me semble, une année, qui va être particulière, puisque Atticus, leur père, va défendre un noir accusé d'avoir violé une blanche. Donc ça se passe dans les années 60, en pleine ségrégation, donc forcément c'est un scandale. Il y a beaucoup d'intimidation envers Atticus, envers sa famille. Il est mal vu et il va se battre coûte que coûte. C'est un roman qui a énormément de messages de tolérance qui sont délivrés justement par Atticus. C'est un père qui est incroyable dans ce roman, dans la façon qu'il a d'éduquer ses enfants tout seul dans les années 60, ce qui était, je pense, quand même rare, d'être un père célibataire qui doit travailler et qui décide de gérer ses enfants sans recourir à beaucoup d'aide. Il a une gouvernante, une cuisinière, mais voilà, c'est pas eux qui font l'éducation des enfants. Il y a vraiment de beaux messages contre le racisme qui sont disséminés dans ce livre. Et puis il y a le côté très touchant de Scoot qu'on voit grandir, qu'on suit dans sa petite vie, que ce soit à l'école ou dans les étés, en dehors de l'école, pendant les étés qu'elle passe à la maison. Et on voit son éveil au racisme justement et à la discrimination, puisque quand son père va s'occuper de cette affaire de viol, elle a ce côté enfant, très innocent, où elle ne va pas comprendre qu'on puisse accuser quelqu'un à tort, où ça va lui paraître un peu bizarre finalement qu'on puisse être méchant envers quelqu'un uniquement à cause de sa couleur de peau. Et elle a des questionnements très enfantins, et c'est là qu'on se rend compte aussi que finalement le racisme, la discrimination, c'est des comportements qui sont acquis au fil du temps à cause de l'environnement, que quand on est un peu préservé, qu'on a un environnement ouvert d'esprit, c'est des choses qui ne vont même pas nous passer par la tête. Donc vraiment un beau roman, une ode à la différence et au fait de ne pas discriminer, qui est très très bien écrit aussi. On ressent vraiment l'ambiance des petites villes d'Amérique. Vraiment un roman que je recommande énormément, ainsi que le film qui en a été tiré. Par contre, il y a eu une suite qui en fait avait été écrite avant celui-ci, qui s'appelle Va et poste une sentinelle, et dans celui-ci on va suivre Scoot une fois qu'elle est adulte. Et pour le coup je vous le recommande pas du tout, parce que les personnages sont très différents, même un peu antipathiques, même ceux qu'on avait adorés dans celui-ci.
et c'est un peu amer à lire. On le lit et on se dit ah ouais, ils sont devenus comme ça, j'aurais préféré ne pas le savoir. Donc mon conseil, ne lisez pas la suite. Ensuite, septième livre déjà, c'est Avril enchanté d'Elisabeth von Arnim. C'est un livre que j'ai découvert seulement l'année dernière et que j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était exactement la lecture dont j'avais besoin à ce moment-là. J'en attendais rien de spécial. J'en avais souvent entendu parler, mais voilà, je ne savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai passé un super moment. C'est vraiment un livre qui est une bulle de douceur. C'est un rayon de soleil. C'est un livre doudou qui, je pense, est idéal à lire quand on est peut-être un peu déprimé ou qu'on a envie de réconfort. Il est parfait. Donc, idéalement, même à lire au printemps. Dans celui-ci, on va suivre donc deux femmes qui décident de louer un château en Italie. Elles partent sans leur mari, elles ont chacune des histoires de couple un peu différentes et un peu compliquées, on va dire. Et pour partager les frais, elles vont passer une annonce pour avoir d'autres personnes qui viennent avec elles. Et il y a deux femmes en plus qui vont se rajouter. Les quatre femmes sont complètement différentes les unes des autres. Il y en a une qui est très jeune, il y en a une qui est un peu plus âgée, qui est une vraie grincheuse. Et finalement, pendant leur séjour en Italie, au contact du soleil, de la bonne humeur d'un des personnages qui est absolument adorable, elles vont tout un peu s'ouvrir et on va suivre leurs petites aventures en fait tout le long. Alors c'est vrai qu'il ne se passe pas grand chose. Je peux comprendre les gens qui n'ont pas aimé parce qu'ils ont peut-être trouvé que c'était trop contemplatif, que c'était trop plat, mais en fait c'est juste hyper drôle. Il y a vraiment des petites touches d'humour disséminées partout, dans les personnages ou dans les dialogues encore une fois. Il y a un côté très naïf et très joyeux dans ce roman. Quand on le finit, on se dit ok, c'était sans doute un peu trop heureux. Tout se résout un peu comme par magie et la fin c'est digne d'un Disney où tout le monde est heureux. Et en même temps, c'est exactement ce dont on avait envie en fait. Donc vraiment un très beau roman que je recommande et j'ai hâte de lire les autres romans de cette autrice d'ailleurs. Alors pour le huitième roman déjà, on va passer à un roman que je ne possède pas, c'est La Petite Fadette de George Sand. C'est un roman qui est un classique pour moi puisque c'est une autrice qui a vécu au siècle dernier et dont je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup mais qui est vraiment facile à lire également. Et qui, pareil, peut se lire dès un âge assez jeune, puisque je pense que dès l'adolescence, début d'adolescence, c'est totalement accessible. Dans cette histoire, on va suivre deux jumeaux, Laurie et Sylvain, je crois, j'ai un petit doute sur les noms, donc deux garçons qui sont très proches, très fusionnels, et puis vers l'adolescence, ils vont être un peu séparés, puisque l'un va aller travailler dans une ferme, si je me rappelle bien, et celui qui reste à la maison, c'est celui qui est un peu plus fragile, un peu plus sentimental, un peu plus timide aussi, qui a plus de mal à l'idée que son frère prenne son indépendance. Et à côté de ça, on va avoir le personnage de la petite Fadette, qui est une enfant, une jeune fille qui a le même âge que les deux jumeaux, qui est mal vue dans le village puisqu'elle vit près de la forêt, qu'elle sait utiliser les herbes, faire des remèdes médicinaux à base de plantes. Donc forcément, à cette époque, quelqu'un qui sait faire ça, c'est une sorcière. Il y a aussi le fait qu'elle ne soit pas belle, donc elle est très moquée. Et par un concours de circonstances, que je ne vais pas expliquer pour vous laisser un peu de surprise, Laurie va être amenée à faire sa connaissance et à passer du temps avec elle. Et de là va naître une sorte d'histoire d'amour qui bien sûr doit faire face à beaucoup de préjugés. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé dans mon adolescence parce que je trouve qu'il met vraiment l'accent sur la discrimination qu'on peut subir quand on est différent. Et c'est totalement ce qui va se passer pour la petite Fadette, à qui les villageois ne laissent aucune chance en fait d'être respectée, d'être tolérée finalement. Elle est différente, donc elle fait peur, donc on va tout de suite être
contre elle. Et c'est un roman qui nous permet de, justement, encore une fois, comme Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, de parler de discrimination sans que ce soit lourd, sans que ce soit rébarbatif ou que ça ait un côté trop dans l'éducation. Ça se fait naturellement au fil des messages du livre et ça reste une très belle histoire. Ensuite, pour le 9e roman, on va passer à Une étude en rouge d'Arthur Conan Doyle. Donc c'est le premier tome des aventures de Sherlock Holmes. Alors je ne m'en rappelle pas énormément, donc je ne vais pas vous faire de pitch, mais c'est le roman par lequel tout commence. Donc c'est la rencontre du Dr Watson avec Sherlock Holmes, la première enquête à résoudre ensemble, la découverte de son esprit complètement unique, de cette façon cet esprit de déduction complètement incroyable. Et encore une fois, je trouve que c'est un classique qui est facile à lire, puisque le style n'est pas trop alambiqué, n'est pas trop compliqué. Il y a ce côté très addictif, puisqu'on est dans une enquête, donc forcément on a envie de savoir la suite. On est estomaqué par les réflexions de Sherlock Holmes et sa façon de comprendre les enquêtes. Et c'est vraiment un très bon moment de lecture. En plus, c'est plutôt presque format nouvelle, donc ça se lit vraiment très très vite. Et enfin, pour le dernier roman, j'hésitais entre beaucoup de livres. Je pensais à un moment donné vous présenter Des souris et des hommes de John Steinbeck. Et finalement, j'ai regardé un peu de nouveau ma bibliothèque et je me suis demandé comment j'avais pu oublier ce roman-là. Celui-là, c'est aussi un de mes romans préférés, donc L'Attrape-cœur de Salinger, que j'ai lu aussi à l'adolescence, qui a été un phénomène dans les années 50. Donc, c'est pas un roman si vieux, mais pour moi, c'est un classique parce que c'est un intemporel. Vous devez sans doute entendre la pluie à fond, donc je vais être un peu rapide sur la description de ce roman. Donc dans ce roman, on va suivre Holden, qui est un adolescent un peu paumé, qui s'est fait virer de son école et qui doit rentrer chez lui aux alentours de Noël. Mais avant ça, il va passer 3 jours à errer un peu dans les rues, parce qu'il n'ose pas rentrer plutôt chez lui et dire qu'il s'est fait virer. Et en fait, on va suivre cet adolescent au cours de ses pérégrinations, il déambule dans la rue, il réfléchit, il revient sur des événements de son enfance, il parle de sa sœur, il va parler de ses camarades, et c'est un adolescent qui est extrêmement touchant. Il a ce côté complètement paumé, il ne sait pas ce qu'il veut faire, il ne sait pas où est sa place dans ce monde, mais c'est quelqu'un de bien, il a envie de bien faire, il n'a pas envie de faire de mal, mais il a peur en même temps de ne pas être adapté au monde actuel dans les années 50. Et la façon dont c'est écrit, je pense que ça a dû beaucoup parler aux adolescents à cette époque, mais ça peut encore parler aujourd'hui. Alors bien sûr, il n'y a pas les réseaux sociaux, il n'y a pas les téléphones portables, l'argot est différent, mais l'essence même du roman, c'est l'adolescence, les troubles et les tourments qu'on peut éprouver à l'adolescence, et ce roman, c'est celui qui les décrit le mieux pour moi, je ne sais pas comment dire, mais c'est vraiment un roman qui est génial. Je sais qu'il a beaucoup de détracteurs, c'est vraiment soit on aime, soit on déteste. Donc si vous le lisez, j'espère que vous allez aimer, parce que moi il m'avait beaucoup touchée à l'époque. Il y a encore une fois, comme ce que j'ai présenté, on retrouve cette nostalgie de l'enfance, la difficulté parfois du passage à l'adolescence, la peur de devenir un adulte ensuite. Donc que des questionnements qui restent très actuels, avec une plume assez simple. Donc comme dit, il y a beaucoup d'argot. En fait, c'est Holden qui parle, donc on est vraiment dans sa tête. Donc ça va être des fois des coques à l'âne. La façon dont ça peut être un peu embrouillé, comme la façon dont sont nos pensées, mais c'est que ça reste très réaliste. Voilà, donc je vous ai donc présenté les 10 classiques que je recommande pour débuter.
Dites-moi si vous en avez déjà lu certains, s'il y en a certains qui vous tentent ou lesquels sont vos classiques préférés, ça m'intéresserait vraiment de le savoir. J'espère que cette vidéo au niveau technique sera un peu mieux réalisée que la première que j'ai faite et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!